Bonjour Branch. Alors je vous parlais la dernière fois d'une erreur qu'on fait assez fréquemment, c'est un biais de confirmation et même un biais d'attribution. Et bien là j'ai un bel exemple, et je suis toujours dans, je vous l'ai dit, hein, les fables de La Fontaine. Voilà. C'est vraiment, c'est rempli de trésors. Alors voilà, c'est livre 7, fable 10. L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Un trafiquant sur mer, par bonheur s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage. Gouffre, banc, ni rocher n'exigea de péage. D'aucun de ces ballots, le sort l'en affranchit. Surtout ses compagnons, Atropos et Neptune recueillirent leurs droits. Alors, Atropos, c'est le départ qui coupe le fil de la vie. Elle est prise ici pour la mort elle-même. Donc, surtout ses compagnons, Atropos et Neptune recueillirent leurs droits, tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteurs, associés, chacun lui fut fidèle. Il vendait son tabac, son sucre, sa cannelle, ce qu'il voulut, sa porcelaine encore. Le luxe et la folie entièrent son trésor. Bref, il put dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double ducat. Et mon homme d'avoir, chiens, chevaux et carrosses. Ses jours de jeûne étaient des noces. Un sien ami, voyant ce somptueux repas, lui dit: Et d'où vient donc un si bon ordinaire? Et d'où me viendrait-il que mon savoir-faire? Je n'en dois rien qu'à moi, qu'à mes soins, qu'au talent de risquer à propos et bien placer l'argent. Le profil lui semblant une fort douce chose, il risqua, le profit lui semblant une fort douce chose, il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait. Mais rien, pour cette fois, ne lui vint à souhait. Son imprudence en fut la cause. Un vaisseau mal frété périt au premier vent. Un autre, mal pourvu des armes nécessaires, fut enlevé par des corsaires. Un troisième, au port arrivant, rien n'eut cours ni débit. Le luxe et la folie n'étaient plus tels qu'auparavant. Enfin, ces facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas, cher lit, mit beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup. Il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, lui dit: D'où vient cela? De la fortune, hélas. Consolez-vous, dit l'autre, et s'il ne lui plaît pas que vous soyez heureux, tout au moins soyez sage. Moralité, nous disons injure au sort. Chose n'est ici plus commune. Le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison, le destin toujours tort. Voilà, en plus, il paraît que c'est une maxime pleine de sens dont la concision augmente la force. Voilà. Alors, vous voyez, en fait, bien du temps de Louis XIV, eh bien, un personnage comme Jean de La Fontaine décrivait déjà ce que les derniers résultats des sciences neurobiologiques annoncent comme
un biais de confirmation, un biais d'attribution. Un biais d'attribution. Voilà. Donc, il suffit un peu de regarder les choses avec un peu plus de recul pour se rendre compte que c'est pas une chose nouvelle. Et bien entendu, toute allusion à une situation politique actuelle, voire des décisions, voire des résultats annoncés par les uns, par les autres, des tentatives de se disculper par les uns, par les autres, ou de s'attribuer tous les mérites, n'est que fortuite. Bien, je vais vous parler de la résilience, justement, parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup parler, dont on entend beaucoup parler actuellement. Et qu'est-ce que c'est que la résilience? Alors, en termes de physique des matières, la résilience, c'est la capacité qu'a un métal, par exemple, à retrouver sa forme. En allemand, c'est Formbeständigkeit. La résilience, donc, vous voyez l'image, donc en fait, vous avez un métal que vous déformez, et ensuite, par la chaleur, vous pouvez lui faire reprendre sa forme. C'est une mémoire de forme. Et il me semble que c'est important dans notre contexte actuel. Alors bien entendu, ce mot a été repris par d'aucuns pour en appeler à la possibilité de résister par rapport à un stress. Euh, donc le stress, c'est la crise du Covid. Vous aurez compris, avec toutes ses conséquences, et la capacité de résistance, par exemple, du marché ou de certains acteurs économiques par rapport à ce stress. Et je suis assez d'accord, il va falloir, il faut que nous fassions preuve de résilience en termes de société. Mais une fois qu'on a dit cela, et c'est là tout le hic, c'est que si on pense que la société va être impactée de façon comme ça, unilatérale, comme justement on a parlé de vagues, donc comme un tsunami, bouf, qui touche tout le monde, et puis de façon à peu près égale, et puis s'en va. Si on pense que c'est comme ça que ça va se passer, que ça s'est passé, et que c'est en train de se passer, eh bien je pense que c'est une erreur d'interprétation. D'un point de vue sanitaire, c'est déjà pas le cas, parce que la maladie elle-même touche inégalement les personnes selon leur comorbidité. Je sais pas si vous aimez ce mot, mais moi je le déteste. Hein. Ces nouveaux, ces néologismes, des fois, ils me font hérisser le poil. En fait, on a un terme qui existe depuis bien, bien plus longtemps et qui est santé précaire. Voilà, pourquoi aller trouver des mots qui font... Alors, je laisse ça aux médecins, aux spécialistes, mais pour moi, parler de personnes en santé précaire, ça me paraît vraiment suffisant. Donc, des personnes en santé précaire qui sont touchées en premier par cette maladie, et des personnes âgées, prioritairement, qui sont plus touchées, enfin, plus gravement touchées. Donc déjà, il y a une inégalité. Hein. Et ensuite, l'inégalité, ce sera au niveau socio-économique. Et quand je dis ça, c'est pas les pauvres sont plus touchés que les riches, etc. Bien sûr, hein, plus on a de moyens
financiers pour se prémunir de conséquences sociales par rapport à, par rapport à justement par rapport à un ralentissement économique, etc. Bien sûr, hein, une récession, ce qui est le cas, hein, on est en train de vivre une récession. Ouais, il vaut mieux être un peu plus riche, assis sur un matelas d'osier, d'oseille, que plutôt que évidemment se retrouver comme gros gens. Ceci dit, ce n'est pas vrai que même dans ce cas-là, ça va toucher également tous les acteurs de la société. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important à envisager. C'est-à-dire que nous avons des secteurs, le secteur de la restauration, le secteur touristique, le secteur du spectacle, qui vont être durement impactés et puis longuement impactés par cette crise, puisque jusqu'à nouvel ordre, tout ce qui est réunion de plusieurs personnes, de plusieurs dizaines, centaines, milliers de personnes, ça a l'air d'être compromis. Pour combien de temps? On ne le sait pas. Et ces secteurs qui sont touchés par la crise du Covid, par les mesures qui sont prises pour prévenir la- l'extension du Covid, eh bien, c'est des secteurs qui sont touchés crûment. Et plus l'État intercédera pour aider ces secteurs, plus le problème va à long terme se poser. Du décalage, c'est-à-dire que vous donnez de l'argent à des secteurs qui sont en besoin, bien sûr, c'est nécessaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'avec cela, on fait tourner la planche à billets et on crée des dettes. Or, les dettes sont des impôts différés. Donc un jour, il y aura à un moment ou un autre un impôt Covid qui va nous tomber sur le nez et eh bien, ça sera à tout le monde de payer. Or, en attendant, les secteurs qui auront fait le flop le plus important, ils auront autant à payer après, mais ils n'auront pas de quoi payer. Ah, c'est une différence importante. Et puis, soit on diffère les impôts, ça c'est une première gestion de la dette, donc faire payer après, éventuellement, aux générations qui suivent, etc. Soit on fait émousser le montant de la dette avec l'inflation. Or, le fait de faire tourner la planche à billets va faire monter très fortement l'inflation, quitte à avoir une dévaluation ou quitte à avoir une hyperinflation. C'est-à-dire, c'est quand finalement la montée des prix du marché est tellement forte que la montée des salaires n'arrive pas à rattraper la montée des prix. Et il y a un moment, eh bien, il y a les zéros qui s'accumulent sur les billets de banque. On a déjà vécu ça en 1923 en Allemagne, crise de l'inflation, les billets de banque qui sont affichés à milliards et dizaines de milliards. Vous allez faire vos courses avec un sac à main plein de billets et vous ressortez avec 3 boîtes de conserve. Et ça, c'est ce qui nous pend au nez. Bon, j'espère que les économistes savent ce qu'ils font à la Banque Centrale Européenne ou à la Fed, mais c'est un des dangers que l'on peut courir. En tout cas, l'inflation va nous frapper tous.
On perdra du pouvoir d'achat. Encore une fois, les secteurs qui auront été les plus touchés seront bien entendu d'autant plus impactés par cette perte de pouvoir d'achat. Donc les secteurs que j'ai cités, restauration, culture, tourisme, en gros beaucoup de secteurs qui sont donc dans le secteur tertiaire. Or l'Europe est c'est extrêmement défaussé sur ces secteurs tertiaires. On a désindustrialisé l'Europe ces dernières décennies. Eh bien, ces secteurs vont être très impactés. Ça veut dire, pour tout le monde, il va falloir serrer la ceinture. Et on risque de la serrer pas seulement d'un ou deux crans. Vous voyez, ça risque d'être un petit peu plus sévère que ça. Et c'est pour ça que, en fait, quand on parle de résilience, je suis tout à fait d'accord, mais il va y avoir des secteurs, je pense à tout ce qui est de l'agroalimentaire, par exemple, ou des secteurs qui sont indispensables dans une période de crise à la survie, et c'est très bien qu'ils soient là, hein. Eux seront beaucoup moins impactés par les mesures qui ont été prises et qui auront mis probablement qui vont mettre des millions de gens à la rue. Et nous n'avons pas encore, bien heureux serait celui qui a la boule de cristal qui permet de voir, nous n'avons pas encore les éléments qui nous permettent de savoir à l'avance quel va être l'impact de cette crise sociale et économique. Avant la crise du Covid, la crise économique avait donné des signes avant-coureurs. Il y avait des intérêts à taux négatifs qui étaient donc des prêts de banque à banque. Ça veut dire que la monnaie, qui est une fluidité pour faciliter les échanges, la monnaie commençait à devenir de moins en moins fluide justement, de plus en plus graisseuse, circulait beaucoup moins facilement. Parce que beaucoup de financiers savaient qu'ils avaient des produits qui étaient considérés comme toxiques. Et on considère par exemple que la moitié des entreprises sur le marché américain, par exemple, je dis ça au pied levé, mais n'étaient pas solvables. Notamment tout ce qui est de la production du pétrole américain, du pétrole de schiste, etc. Des sols rocheux, donc avec extraction par fraction de la roche, par cracking. C'est un secteur qui demande beaucoup d'investissement. Et finalement, quand vous avez fait un trou, bah, faut l'exploiter jusqu'au bout. Vous avez le pétrole qui ressort, vous voulez le vendre, mais il est à 60 dollars le baril. Alors que actuellement, avant la crise, le pétrole était à 30 dollars le baril. Et maintenant, il a chuté, il est encore beaucoup plus bas. Il va reprendre, il va remonter, mais toutes ces entreprises vendent à perte. Ils sont obligés de vendre. Parce que ils ont les flux et ils ont les stocks. Ils ne savent plus quoi en faire des stocks. Bon, tout ça c'est compliqué, mais pour dire que en fait la crise va nous impacter de façon très inégalitaire. Et j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de gens qui restent sur le carreau. Et là, on va voir comment ça va se traduire en termes de démocratie, en termes de vie sociale. Donc résilience, oui, mais je pense va pas falloir s'attendre à ce que les États
vous aide vraiment à l'exercer cette résilience. Je pense que ce sera plutôt en partant de la base du citoyen, quoi, qu'il soit riche ou pauvre, hein. Il y aura des citoyens riches qui seront impactés, il y aura des citoyens pauvres qui seront épargnés par la crise, et lycée de Versailles, réciproquement. Il y aura bien entendu beaucoup de pauvres qui resteront sur la paille et quelques riches qui, peut-être, échapperont à un destin trop funeste. Mais voilà, il faut bien se rendre compte de ça. C'est cette crise, on n'a jamais vécu de crise similaire. Et je vais peut-être choquer si je dis ça, mais le virus, il est responsable d'attaquer des corps, des organismes humains, et de se propager, et éventuellement de causer la mort d'un certain nombre d'individus. Mais il n'est pas responsable de la crise, du shutdown qu'on a fait, de la crise, de ces distanciations sociales, etc. Alors, c'est trop facile, bien entendu, de dire ça, parce que c'est trop facile de pointer le doigt en disant oui, mais vous vous rendez compte, le shutdown, c'est les responsables, les personnes qui ont pris les décisions, bah, il faut se mettre à leur place, c'est pas évident. Ils savent très bien que s'ils prennent une décision de shutdown, c'est pas très 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 populaire. Je vous rappelle que c'est exactement ce qui est décrit dans le livre La peste de Camus. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les autorités disent bon bah voilà, il va falloir qu'on prenne des mesures, et les mesures elles plaisent pas à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont hésité pendant un bon moment avant de prendre des mesures. Et même, bien entendu, ce qui se passe, c'est que les mesures, une fois qu'elles sont prises, c'est trop tard. C'est trop tard. Voilà. C'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit, mais voilà, il y a des étapes que on prend ou on ne prend pas à certains moments. Puis il y a des décisions qu'il faut prendre à certains moments. Si elles ne sont pas prises, une fois que la pandémie est déclarée, par exemple, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3 semaines en antécédent, les malades étaient déjà infectés. Et là, bah, évidemment, tu ne peux pas les chercher, les malades, enfin, tu ne peux pas faire machine arrière et faire en sorte que ces personnes infectées ne soient plus infectées. C'est pas comme ça que ça marche. Donc là, pour cet aspect-là des choses, on ne peut pas incriminer qui que ce soit. Enfin, disons, c'est pas si facile d'incriminer les gens. Par contre, là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, les conséquences de cette crise, il y a il y a des décisions qui sont prises qui vont impacter les gens et qui impactent déjà les gens au point de vue social, économique, voire sanitaire. Et c'est pas des plaisanteries non plus. Donc là, il faut sous-peser ce qu'on veut, c'est-à-dire, d'un côté, oui, 330 000, 340 000 morts à ce jour. C'est beaucoup, mondialement. Je rappelle que depuis le début de l'année, le nombre de morts au total doit être à plus de 20 millions, mondialement. Toutes causes confondues. 340 000, 20 millions. Économie effondrée, secteur économique effondré avec éventualité d'effets dominos, protection de vie humaine. C'est une question qui est extrêmement délicate à aborder, et il va de soi que c'est pas un individu,
un scientifique, un expert, qui que ce soit, qui va régler cette question comme ça. Bien entendu, ça veut dire qu'il faut asseoir tous les spécialistes, non seulement les spécialistes, mais tous les acteurs sociaux à la même table pour prendre des décisions qui vont dans un sens qui va impacter le minimum de gens, sachant que on fera pas d'omelette sans casser les œufs. C'est très très dur à dire, mais c'est comme ça. Là, en fait, c'est plus un choix euh, voilà, de superficialité, c'est un choix crucial, quoi. Crucial. Cornélien, quoi. Bon, tiens, Corneille, ben, j'y reviendrai, tiens. Alors, c'est juste pour qu'on puisse se mettre un petit peu ces idées en tête. Voilà, je suis pas en train d'incriminer qui que ce soit, mais on devrait réfléchir à ça et éviter les biais d'attribution. Quand il y a un malheur qui arrive, c'est toujours la faute des autres, les Chinois, les pangolins, Bill Gates. Et quand c'est une réussite, ah, qu'est-ce qu'on est trop bon. Bon, eh bien, bonne réflexion et bonjour chez vous.